Une rencontre avec l'autrice Lydie Selver avait lieu à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 18 février 2023, à l'occasion de la publication de son ouvrage Irréfutable essai de successologie aux éditions du Seuil. Parodiant les manuels à l'usage des winners besogneux, elle livre une charge spécialement sévère pour le milieu littéraire sans s'épargner elle-même. Bonne écoute. Merci Lydie d'être là. Je rappelle quand même très vite quelques éléments biographiques. Donc, on parlait de l'Espagne. Vous êtes né d'un père andalou et d'une mère catalane. Vous avez passé votre enfance à Autrive, près de Toulouse. Donc, licence de lettres modernes à l'université de Toulouse, études de médecine toujours à Toulouse, internat en psychiatrie, pédopsychiatre, médecin directeur du CMPP de Bagnolet pendant 15 ans. Vous savez tout. Oui, pas tout, non. J'en sais davantage, je crois, en lisant vos livres. Auteur ou autrice, je ne sais pas ce que vous préférez, auteur, autrice, auteureux, qu'est-ce que vous préférez? Moi, j'aime bien dire écrivaine. Oui, mais alors, écrivaine d'une vingtaine de livres, traduits dans de nombreux pays, dont certains ont fait, comme vous le savez, l'objet d'adaptations théâtrales. Christian a évoqué la déclaration, elle est en 1990, a obtenu le prix Hermès du premier roman. Il y a eu également, puisqu'on reste dans les prix littéraires, la Compagnie des Spectres en 1997 pour le prix Novembre, devenu depuis le prix Décembre. BW, qui rappelle quelqu'un, fondateur des éditions Verticales, qui a décroché le prix François Billet-Doux, et Pas pleurer, récompensé par le prix Goncourt. Depuis, il y a eu d'autres ouvrages, on s'en réjouit, Tout homme est une nuit, Marcher jusqu'au soir, Rêver debout, et cet irréfutable essai de successologie. Successologie, voilà. J'y suis arrivé, un néologisme que vous nous expliquerez. Et je vais reprendre. Donc, finalement, il m'a laissé la poser, ma question sur la colère. Effectivement, je vous avais entendu ou lu à propos de ce livre. Vous disiez que ce livre était né de la colère. J'ai immédiatement pensé à ce proverbe qu'il citait, la colère. Contrairement justement à ce proverbe-là, la colère peut être bonne conseillère. Je me suis demandé, mais comment on arrive à écrire en colère? Chez moi, la colère est motrice, mais à la condition absolue que je ne m'y installe pas. La colère comme pulsion, comme élan, chante muse de la colère d'Achille, sont les premiers vers de l'Iliade. Elle peut se chanter, la colère. Elle peut s'écrire, évidemment. Et j'ai un goût particulier pour les écrivains colériques. Comme Bernanos, Léon Bloy, et tous les satiristes qui écrivent souvent dans la colère. Christian a cité Quevedo, de Rabelais, en passant par Jonathan de Swift, évidemment. À qui vous devez l'irréfutable. Oui, à qui j'ai volé le titre. Le titre. J'ai emprunté. Ouais. Ben oui, écrire souvent, c'est emprunter aux autres. Et rappelez-nous le titre exact, parce que vous l'avez adapté. Irréfutable essai sur les facultés de l'âme. Sur les facultés de l'âme. Mais je trouvais que l'ironie de cet irréfutable essai, cette fausse arrogance, je trouvais ça assez drôle. Mais je reviens à la colère. Vous dites qu'elle est pulsion, qu'elle est motrice. Mais lorsqu'on est à sa table de travail, on peut se permettre d'être en colère? Est-ce qu'on n'est pas... Parce que c'est un travail sur le style, un travail d'écriture. Bien sûr. Non, le point de départ, c'était la colère que j'éprouvais à voir certains écrivains auxquels je sais... C'est pas mal d'avoir des écrivains aussi. Oui, qui ont du talent, n'être lus de quasiment personne, et des tire-larmes écrits avec les pieds, mais vendus avec le packaging formidable et comme un beau produit de marché, se vendre à des milliers d'exemplaires. Et ça, c'est une chose qui me met en colère et qui m'a amené à réfléchir justement sur le succès et sur le danger du succès, de cette folie, cette fureur, cette aspiration au succès dont parlait Andy Warhol déjà quand il disait 15 minutes, chacun se vendra pour avoir 15 minutes de célébrité. Et on voit aujourd'hui combien les gens
inondent la planète de leurs selfies, de leurs je sais pas quoi, de leurs photographies devant un plat d'écrevisses ou à côté de Francis Lalanne ou je ne sais quelle sommité indispensable. Et je me disais, voilà, c'est dangereux pour nos vies, je trouve, ça, mais j'essaierai de dire pourquoi. Et je trouve que c'est dangereux pour la littérature. Et comme j'aime la littérature plus que tout, et comme bien des choses me sont insupportables, mais je les tolère, comme écouter Michel Sardou, je ne sais quoi, un livre médiocre, mais ça m'est douloureux. Vous voyez, un livre mal écrit, plat, qui va dans le sens de l'opinion, parce que sacrifier au succès, c'est sacrifier à la logique marchande, c'est sacrifier à la logique du nombre, de l'audimat, d'être lu par le comment on disait, le cyberbétail, disait Gilles Châtelet, qui avait la dent bien plus dure que moi. Gilles Châtelet, le philosophe. Tout à fait. Ouais. Et le succès, c'est ça. Penser comme des porcs. Voilà, vivre et penser comme des porcs. Le succès, ça amène à ça. Ça amène aussi à vouloir écrire, à vouloir, comment dire, s'agenouiller devant l'opinion, écrire pour le plus grand nombre. Et je lisais tout récemment Ingeborg Bachmann, qui est une écrivaine autrichienne pour qui j'ai une grande admiration. Elle disait la langue, c'est comme une ville. Il y a des rues, des ruelles, des impasses, des boulevards, etc. Dans le monde globalisé, tout le monde est sur l'autoroute. Une seule direction pour tout le monde. Et la langue à se globaliser, à se décontextualiser, à se déshistoriciser, à perdre sa mémoire, etc. La langue s'appauvrit. Et je disais à Bernard l'autre jour, il existe une chanteuse qui a eu un succès international qui s'appelle Aya Nakamura. Ah ça oui. Qui a écrit Jaja. Et je me disais, pourquoi est-ce un succès international? Pourquoi? Et je fais une étude de texte. J'étais dans le train. Bon courage. Qu'est-ce qu'il y a dans Jaja? Il y a la langue la plus pauvre qui soit, quelques expressions populaires, de l'argot, des mots d'anglais évidemment, un mot ou deux de malien et le « yeah », vous savez, qui est compris de l'univers entier. C'est le globish. C'est le globish, c'est la langue globalisée, c'est la langue qui parle à tout le monde et qui en conséquence se crétinise, s'appauvrit. Et je trouvais que c'était un danger pour la littérature. Et moi, je vais vous poser total où je vais vous faire flipper aujourd'hui. Voilà, mais moi, je suis le poil à gratter. Vous ne m'en voudrez pas. Gratter. Est-ce que ce n'est pas un discours qui correspond où c'était mieux avant? Est-ce que ce n'est pas un discours, je vais jusqu'au bout, réactionnaire? Vous savez, chaque fois qu'un satiriste dérangeait, eh ben, c'était l'accusation qu'on lui portait. Oui, bien sûr, on l'attaquait. Mais non, en plus, je ne sais pas si c'était mieux avant. À lire La Bruyère, on se rend compte qu'il a eu aussi la dent très dure pour les parvenus, les écrivains médiocres, les affairistes pétris de boue et d'ordures, et d'autres qui ont dénoncé de leur temps Ambrose Bierce, Dictionnaire du diable, qui dit des choses très, 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 très méchantes. Plus proche de nous, Julien Gracq, La littérature à l'estomac. Vous savez ce qu'il disait des écrivains? Il disait, c'est la vision glaçante de chiens campés sur leur train arrière que des sadiques à pattes avec une bouteille de vin et un camembert. Bravo pour votre mémoire. En tout cas, juste une parenthèse. Flaubert qui disait doit-on prêter l'oreille au pépiment des merles? Vous voyez, pour ceux qui parlent pas, etc. Les satiristes, bien sûr, ils sont accusés d'être je ne sais quoi, mais parce qu'ils disent ce que tout le monde sait au fond.
Vous croyez que tout le monde Oui. se rend compte que la Je littérature bascule trop souvent dans le médiocre? On en parlera. Non, c'est une question. Mais c'est vrai que le lecteur est lui aussi, en quelque sorte, victime de ceux qui fabriquent l'opinion. Mhm. Ça se fabrique, l'opinion. Et vous trouvez qu'à l'heure actuelle, c'est pire, justement, pour reprendre ma phrase de c'était mieux avant, et pourquoi pas? On peut constater dans certains domaines que c'était mieux avant, sans être un réac. Non, il y a toujours des écrivains que j'admire encore. Oui. Bien sûr. Mais ça se réduit ou pas? La production est tellement énorme. Ouais. C'est ça. La production est énorme. Les groupes de presse éditoriaux sont très centralisés. Et c'est vrai. Mais j'ose à peine dire les écrivains que j'estime, qui se vendent peu, parce que je me dis que je desserre leur cause. Oh, pas à ce point-là. Ah, mais si. Pour quelle raison? Expliquez-moi. Mais parce que quelque chose est bien s'il se vend. Si vous écoutez la télévision, on dit achetez tel CD, il s'est vendu à tant d'exemplaires. Ce livre est très intéressant, il s'est vendu à je ne sais combien de milliers d'exemplaires. C'est ça le critère de la qualité aujourd'hui. C'est le nombre de ventes réalisées. Non, mais il faut bien on le sait tous. Mais votre propos est d'autant plus pertinent qu'il provient de quelqu'un qui a du succès. Ce que je me disais en vous disant... Je suis partie prenante du système, bien sûr. Oui, mais... Je suis partie... Je ne voulais pas me poser en pur qui écrit, mais non, on est forcément dans le système. Si on veut écrire, si on veut éditer, forcément. Et alors, comment on se débrouille avec ça? Eh bien, juste... Ou on fait comme Rimbaud, on se tire et on dit au revoir à la littérature. Et ça, non. Eh bien, on peut dire non à un certain nombre de choses. Et comme je fais un inventaire des meilleurs moyens pour obtenir le succès, je signale qu'Albert Camus disait, pour avoir du succès, simplement, vous tuez votre concierge. Et vous êtes sur tous les journaux, etc. Donc, je propose des moyens un peu moins radicaux que ceux prônés par Camus. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, et du coup, je vous écoutais. Je ne sais plus ce que je voulais dire. On était parti dans quoi? On est parti dans quoi? C'est incroyable. J'ai oublié moi aussi. Disait oui, c'est le fait que... voilà, comment fait-on? Oui, alors comment fait-on? Faut-il composer avec un monde littéraire qui ne vous plaît pas? Quand on n'est pas Rimbaud et qu'on décide de ne pas partir. Moi, je fais des citations quand je ne sais pas quoi dire. Non, et que j'approuve. Deleuze disait, quand on est dans un système duquel on ne peut pas sortir, et il vaut mieux le voir tel qu'il est, être libre, c'est reconnaître ses chaînes, disait Spinoza. Que faut-il faire? Et il disait grogner, ricaner, fouiner, convulser. C'est votre programme. Je ricane un peu. Non, la satire use de l'arme du rire pour dénoncer, pour dire un certain nombre de choses. C'est ça qui l'a fait attrayante, sûrement. C'est qu'elle amène à rire, j'espère. C'est quelque chose, pardonnez-moi cette question intime, c'est quelque chose qui est propre à l'écrivaine que vous êtes, ou dans la vie de tous les jours, vous êtes aussi sarcastique? Je suis un ange dans la vie. Dans la vie. Non, mais il y a celle qui écrit. Il y a celle qui écrit avec cette colère qui vient de... Je suis sûre d'une injustice d'enfance. Quand on est enfant et qu'il y a des choses injustes, moi, jusqu'à la mort, je ne les oublierai pas, ces injustices-là. T'es fille d'Espagnol, tu parles mal, tu habites un HLM, etc. J'aime pas trop parler de ça, mais ça, ces injustices-là, elles restent à vie. Mais c'est quand j'écris qu'elles se ravivent. C'est drôle. Après, je suis un ange de douceur. N'est-ce pas, Bernard? Qui se tourne aussi. On a cité dans
les éclaireurs, on va dire, les Anglais, etc. Il a oublié peut-être, Christian, un aspect, mais bon, c'était pas exhaustif forcément, c'est les antiques. Il y a aussi toute cette tradition. Théophraste, dans les caractères de la Bruyère, il part des œuvres de Théophraste. Il y a le Satyricon de Pétrone, après Théophraste et bien avant Quevedo. Oui, il y a une tradition de la satire. Mais Hugo, Napoléon le Petit, les châtiments. Oui, exact, oui, tout à fait. Voltaire, terrible satiriste. Qui d'autre? Karl Kraus, que tu m'as fait lire. Il y a Balzac. Oui, bien sûr. Les illusions perdues, qui est qui fait un portrait du milieu littéraire et de la critique de son époque, qui est redoutable. Et quelles ont été les réactions des parties prenantes de ce monde littéraire à la sortie de votre livre? Alors, ce qui est incroyable, je me disais, tu vas te prendre une raclée, comme j'attaque. Je n'ai jamais eu une presse, non mais c'est vrai, ça me gêne un peu de le dire, aussi importante. C'est peut-être une façon de se démarquer, c'est pas moi, vous voyez. Oui, mais je crois que quand on lit la satire, elle est toujours adressée à l'autre. C'est ça. C'est ça qui est drôle. Oui. Et puis je me mets en cause. Je me décris comme l'écrivain transfuge. Donc comme je me moque de moi, je crois que ça atténue la virulence de la critique. Je crois. Parce que je suis partie prenante. Je me décris comme aussi mais parmi ces écrivains. Alors, il est toujours tentant, quand on est lecteur, d'essayer de faire la part des choses entre l'exagération du justement à la critique. Mais la satire, elle outre. Voilà. Bien sûr, elle force le trait, bien sûr. Mais alors, maintenant que nous sommes entre nous, est-ce que le monde littéraire, le monde lui-même, je ne parle pas de les critiques, les journalistes, les autres écrivains, etc. Est-ce qu'ils sont aussi désagréables? Est-ce qu'ils Mais je ne dis pas qu'ils sont désagréables. Non, justement, c'est pour ça que je reprends. Je dis que la plupart veulent le succès. À tout prix. Et c'est pas bien de vouloir le succès. On peut vouloir le succès pour partager ce qu'on fait. Non, mais si c'est se plier, si c'est être conforme à ce qu'on attend d'un écrivain, non, je suis désolée. On est loin du plaisir aristocratique de déplaire de notre cher Baudelaire. Ou des Happy de Stendhal. Aussi, la littérature, c'est pas fait pour te caresser dans le sens du poil. Il y a la télé pour ça, ou je ne sais quoi. Et vous-même, pardonnez-moi, mais vous avez eu un succès, et vous avez du succès, pardonnez-moi, justement en faisant exactement ce que vous voulez. Mais est-ce que vous auriez été chagrine s'il n'y avait pas eu ce succès-là? Mais bien sûr. Je crois que bien sûr que chacun le veut. C'est ça qui est compliqué. Oui. C'est une tension entre ce qu'on désire et en même temps le désir d'écrire, qui est le refus précisément de toutes les qualités de la politique marchande. Hein, le simplisme, la rapidité, je ne sais pas quoi, l'efficacité, l'utilité, toutes ces choses vous voyez, on est dans cette tension entre un désir très humain d'être reconnu, et en même temps la vision de ce système qui pour avoir du succès peut être peut-être dangereux. Est-ce qu'il y a de vraies personnes derrière les portraits que vous faites? Ce sont des portraits composites. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, une critique qui me dit: ah oui, j'ai reconnu Amélie Nothomb. Mais je dis, mais pas moi, je suis désolée. Je crois que chacun voit ce qu'il a envie de voir. Et des anecdotes, par exemple, je ne sais pas pourquoi celle-ci me vient, vous parliez de... alors j'ai peur de la déformer, mais si mes souvenirs sont bons, c'est une écrivaine qui était... courtisée par un critique, et puis dès lors qu'elle a éconduit ce critique, ses livres se sont fait descendre. Oui. Vrai ça, vrai, c'est moi. Ah, c'est vous? Oh, bah oui. Ah oui, d'accord. J'ai été
plus que harcelée, mais je le dis maintenant, Oui, je j'ai ne dit dirais pas son courtisée. nom, par un journaliste de Libération il y a quelques années, mais vraiment, Bernard est témoin. Et au bout d'un moment, j'avais eu des dithyrambes évidemment sur les pages de Libération. Et au bout d'un moment, je dis s'il vous plaît, laissez-moi là, laissez-moi. Et quand le prochain livre est sorti, c'est mais mais je ne peux pas dire, c'est une violence. Mais j'ai jamais eu un papier aussi violent. Voilà. Mais bon, on ferme la parenthèse. Je ne suis pas là pour vous parler de mes petits. Mais c'est un exemple. Oui, oui. Mais pour nous lire, oui, vous êtes là. Oui, je veux bien. Avec plaisir. Mais il se peut que vous soyez d'une ambiguïté vertigineuse. Il se peut que vous désiriez le succès tout en abominant ses servitudes. Il se peut qu'une fatigue de tout votre être vous saisisse devant les roueries, les simagrées, les ronds de jambes, les sourires forcés, les caresses menteuses et toute l'insigne tartufferie de ces petits milieux qui s'estiment éminents et croient que l'univers entier est tout occupé de leur cuisine. Il se peut que vous vous souvenant des pièges où vous tombattent et là de gaspiller vos ressources d'esprit, vous soyez pris du désir impérieux de vous retirer pour toujours au fin fond d'une forêt gardoise. Il se peut que sans vous prétendre meilleur ou meilleure qu'une autre, vous n'ayez pas de goût pour le tapin, ni pour les laisses autour du cou, ni pour les aveuglements consentis, ni pour les simulacres et les mensonges, les vôtres comme ceux des autres. Il se peut que vous considériez que l'âme s'enlaidit là où la poésie s'efface et que vous ne puissiez vous résoudre à supporter cette laideur. Il se peut que vous vous sentiez foncièrement étranger à ce monde que je viens d'évoquer et que, de surcroît, vous en contrefoutiez comme de votre première chemise. Il se peut qu'une très ancienne fierté vous habite et qu'une joie de vivre et un désir de créer parfaitement injustifié vous maintiennent debout et aussi droit qu'un arbre. Il se peut, tout bonnement, que vous souhaitiez être estimé par des personnes estimables, plutôt que d'espérer l'inconstant plébiscite des foules et la bénédiction de quelques puissants dont les pratiques vous répugnent. Il se peut que vous n'ayez ni les manières, ni la morale exigée dans ce présent essai, et que vous vous en portiez formidablement bien. Il se peut même que vous les désapprouviez, et que vous estimiez que cela n'est pas vivre que de vivre selon leurs principes. Il se peut aussi que vous ne soyez que modérément attaché aux avantages